Bonjour, on est vendredi le 27 juillet 2012. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup d'économie et de finances parce que Monsieur Mario Draghi, à la tête de la Banque Centrale Européenne, hier a dit que cette affaire était réglée. Et l'ensemble des marchés boursiers, tous les marchés, ont très très bien réagi à cette annonce. Il annonçait que en fait, on allait créer de l'argent, tout l'argent nécessaire pour prendre en pension toutes les obligations qui ne valent plus grand-chose. Je ne donne pas de nom de pays pour pas vexer personne. Et que par conséquent, tout allait marcher. Et tout le monde a envoyé en disant que c'était une excellente nouvelle. Voilà, donc tout ça c'est réglé. Donc je vais parler d'autre chose. Euh, j'ai envoyé hier les dernières remarques, les dernières corrections sur le manuscrit de ce livre qui s'appellera Misère de la pensée économique, qui aurait pu s'appeler aussi Le capitalisme à l'agonie, deuxième épisode. Mais bon, vous l'avez remarqué dans ces livres qui sont dans cette série chez Fayard avec les couvertures de belles couleurs vives, le propos change. Dans le premier qui s'appelait L'implosion, c'était vraiment une description de la crise au jour le jour, la véritable crise des subprimes. Donc on couvrait la période 2007 et le premier semestre de 2008. Voilà. Donc c'était pour le public, c'était la crise n'avait même pas encore commencé. Et puis le deuxième volume, qui s'appelait La crise, lui, parlait de ce qui est devenu la crise des subprimes pour aux yeux du public, c'est-à-dire pas les coulisses précédentes, pas ce qui se passait à l'arrière-plan et que les financiers savaient, mais que les autres ne savaient pas encore. Le deuxième, c'était La crise, et donc voilà, c'était la crise à chaud, c'était la période essentiellement le dernier trimestre de 2008. Le livre avait encore paru en 2008. Et puis avec l'argent mode d'emploi, là on avait dérivé parce que sur le blog, un certain nombre de gens étaient venus avec ce mythe urbain, cette légende urbaine de la création d'argent, de monnaie par les banques commerciales. Rumeur qui circule toujours, tous les jours on vient m'expliquer, où il y a des commentaires qui viennent reprendre cette vieille rengaine. Et bon, il semblait nécessaire de faire un livre là-dessus pour expliquer comment tout ça marchait véritablement. Voilà. Et bon, ce livre continue de se vendre pour des raisons évidentes, liées au fait que bon, il y a encore pas mal de gens qui répètent les âneries et qui vous disent regardez, il y a un livre écrit par un monsieur qui est à pignon sur rue et qui raconte ces mêmes âneries, et c'est vrai, malheureusement. Et je ne sais pas pourquoi c'est typique à la France, pourquoi je veux dire, les gens qui racontent ces histoires-là, ils sont vraiment dans les franges du monde intellectuel. Par exemple, aux États-Unis, bon, ce sont des gens voilà, qui sont quand même un peu rejetés par le reste de la société. Mais en France, bon, ces idées ont trouvé le moyen, elles ont infiltré, même au niveau universitaire, et on les trouve là. Euh, à part ça, bon, elles ne sont pas répandues dans d'autres pays. Ce sont des phénomènes américains, franco-américains, qu'on ne trouve pas beaucoup. On ne trouve pas beaucoup ailleurs. On ne trouve pas ça dans les textes anglais. Euh, Ça doit y avoir une question, on ne trouve pas ça en Allemagne non plus. Donc il doit y avoir quelque chose de culturel. Et puis le livre suivant, bon là on passait, qui s'appelait Le capitalisme à l'agonie. On passait, je dirais, on commençait à regarder le cadre. Bon, je disais, il faut sortir du cadre pour trouver des solutions. On commençait vraiment à poser des questions sur le cadre, et je me suis intéressé en particulier à l'histoire. Je parle pas mal de la Révolution française dans ce livre-là, pour voir comment, quand on a été confronté à des situations de la gravité de celles qu'on connaît maintenant, comment ça s'est passé. Bon, en particulier les erreurs de la Révolution française, qui a été un succès tout à fait partiel. Mais il y a eu des tentatives très intéressantes. Et quelque chose qui était remarquable, c'était que pendant la Révolution française, je dirais, on peut quand même cristalliser. Il y a deux choses autour duquel on peut véritablement, comment dire, repérer l'erreur. Il y en a une qui est, je dirais, relativement marginale, mais c'est celle qui précipite la fin de Robespierre. C'est autour de la religion. C'est sa tentative de refaire une religion d'État.
un projet qui lui a sans doute été suggéré par la lecture de Machiavel qu'il fallait une religion au peuple, et ça a très très mal tourné parce que le climat autour de lui était de gens qui ne voulaient plus entendre parler de ces histoires de religion. Mais l'autre chose, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 17 qui dit que la propriété privée est inviolable et sacrée. Et là, on a enquisté le problème, on a enquisté le problème qui allait tout faire sauter par la suite. Et ça, c'est un peu, je dirais, c'est vraiment le thème central de Misère de la pensée économique. C'est le fait qu'on n'a jamais parlé sérieusement de la question de la propriété privée. La pensée économique qu'on appelle contemporaine, le courant mainstream, le courant principal, la pensée économique hétérodoxe, a mis la question de la propriété privée, elle l'a mis entre parenthèses aux environs de 1870, et on n'est plus jamais revenu sur le sujet. Ça faisait partie on se liquidait des malpropres de l'économie politique. En fait, on se débarrassait en réalité d'Adam Smith essentiellement, mais enfin bon, ça on n'a pas dit parce qu'on a gardé une phrase chez lui, c'était sur la main visible, mais on s'est débarrassé de Ricardo, on s'est débarrassé de Karl Marx, on n'a plus parlé jamais de classe sociale, on a parlé d'autres choses. Les choses dont on a parlé présentaient absolument aucun intérêt. La preuve, c'est que on n'a pas pu voir venir la crise et on a créé des modèles qui sont utilisés en finance, qui tiennent absolument pas debout. C'est une des parties du livre aussi. Je m'intéresse quand même pas mal. Il y a peut-être, je sais pas, un quart du livre qui est consacré au modèle en finance, tout ce qui marchait pas. Pourquoi on ignorait le fait que ça marchait pas, comment, même quand on savait que ça marchait pas comme un modèle comme le Black-Scholes, pourquoi on l'utilisait quand même, etc. Le titre, Misère de la pensée économique, bon, copié sur Misère de la philosophie de Marx, qui est lui-même une critique de la philosophie de la misère de Proudhon, c'est ce thème de la pensée économique indigente. On avait une pensée économique solide, valable, jusque vers 1870, avec ces gens qui faisaient de l'économie politique. Et puis après, on a disparu, tout ça a disparu. On a créé un discours purement idéologique, avec plein de mathématiques qui n'avaient aucun rapport avec ce dont on parlait. Et on a créé une idéologie, une hégémonie, c'est-à-dire que ça savait. Les gens qui écrivaient ce type de discours savaient, je ne parle pas de John Maynard Keynes, je parle de von Mises, de von Hayek, de ces gens-là, savaient que ce qu'ils disaient était bidon, mais ils voulaient que les gens s'en persuadent quand même pour le bien du monde. On appelle ça aussi l'anarcho-capitalisme, l'ultralibéralisme, le libertarianisme, etc. Et c'est de ça essentiellement que nous souffrons aujourd'hui. Alors c'est de ça qu'on parle dans le Mystère de la pensée économique, et je prends du recul, je parle de l'espèce en général, je parle de la manière dont nous utilisons notre cerveau, de la manière dont nous traitons notre planète. Je prends encore davantage de recul que dans le capitalisme à l'agonie. Je m'intéresse à cette espèce sur la planète et ce qui a vraiment très mal tourné et ce qu'il faut faire pour qu'on ne continue pas à aller droit dans le mur, parce que c'est pas seulement un mur économique qu'on a devant nous, maintenant c'est un mur écologique, c'est un mur total. C'est la question de la survie de notre espèce sur cette planète. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose que le livre qui est en train de s'achever, en fait, avec Gregory Mackles, s'appelle La survie de l'espèce, parce que ça faisait quand même, au moment où il a commencé à faire des dessins, c'était quand même un des thèmes qui s'esquissait en arrière-plan de ce que je commençais à dire. C'est que si on continue de faire comme on fait maintenant, je ne fais pas référence à ce que a dit M. Mario Draghi, pardon, qui va nous sauver entièrement, mais si on continue à se conduire comme on le fait, comme des malpropres à la surface de notre planète, et puis à ignorer complètement les leçons des erreurs que nous faisons, c'est une histoire qui va très très mal se terminer. Alors, la survie de l'espèce, c'est faire passer le message avec de la BD très drôle. Il y a des trouvailles de Gregory qui sont vraiment pas mal. Vous en avez vu quelquefois, au moment où il a commencé, en fait, il y a 2 ans. On a vu des petits bouts, mais l'ensemble, bon, j'ai l'occasion maintenant moi de voir l'ensemble, voilà, et ce sera pas mal. Et je crois que l'éditeur Futuropolis a l'air content de la manière dont ça se présente. Il y a le projet de couverture a circulé hier entre nous, et tout ça va bien.
Alors, ben, tout ça, ça fait beaucoup d'écriture. Il y a le blog, les livres que j'écris, et hier, en envoyant les dernières remarques sur le manuscrit de Mystère de la pensée économique, je me disais que j'écris quand même pas mal. J'écris quand même pas mal de pages par jour, par semaine, par mois. Et ce serait pas mal si on pouvait un tout petit peu ralentir de ce côté-là, mais ça n'en prend pas le chemin, puisqu'il y a un autre projet, et là un projet qui me tient vraiment très très à cœur, qui a démarré hier, je dirais dans les 10 minutes d'avoir envoyé les dernières remarques sur le manuscrit de l'autre. Euh, et là, on prend vraiment de la hauteur, on s'intéresse vraiment. C'est dans la veine de mon livre Principe des systèmes intelligents, qui est la mise au service de la. Ça va sortir, là aussi, ça sort à l'automne, ça ressort, après ça a été très très longtemps indisponible. Et là, je mets à contribution essentiellement la pensée scolastique, la pensée linguistique scolastique, pas la pensée théologique scolastique, qui n'est pas de mon ressort, quoi je pourrais m'intéresser un jour, mais c'est pas une priorité. La réflexion logique et linguistique des scolastiques, que je combine avec la métapsychologie freudienne et lacanienne, un véritable savoir sur la manière dont nous fonctionnons psychiquement, et pour faire un livre qui s'appelait Principe des systèmes intelligents. Et puis, une autre réflexion, je dirais, de fond, qui m'a pris pas mal de temps à écrire, pas parce que c'est long, mais parce qu'il fallait vraiment réfléchir à ce qu'on mettait comme idée dans l'arrière-plan, c'était comment la vérité et la réalité furent inventées. Et là, je pense, c'est la trame, le fil rouge, c'est justement ces notions de vérité et de réalité, de voir comment elles émergent historiquement dans nos cultures, et même comment elles ne sont pas là dans d'autres cultures. C'est par là que je commence. Il y a quand même un bon quart du livre pour commencer sur la manière dont ce qu'on n'a pas appelé la mentalité primitive, la pensée sauvage, fonctionne par opposition à la nôtre. Et qu'est-ce que nous avons inventé qui fait que ça fonctionne autrement que chez les autres. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait dire les choses. Et ça démarre, comme vous le savez, ça démarre avec Platon et Aristote. Et puis il y a une explosion qui est celle de la Renaissance. C'est quand on invente l'astronomie et le calcul différentiel qui va permettre de faire de la mécanique céleste. À ce moment-là, on se plante véritablement. On commence à apprendre à plus savoir ce qu'est un modèle et plus savoir ce que c'est la réalité, etc. C'est bizarre parce que nous, on considère ça comme la grande victoire de la science, etc. Et c'est le moment où la confusion, en fait, entre dans les esprits. Et là aussi, il y a une déperdition par rapport à la scolastique. C'est Roman Jakobson, très grand linguiste, qui avait dit dans un cours que j'avais entendu à la Sorbonne, en disant il faudra encore plusieurs siècles pour qu'en linguistique, on revienne à la clarté qu'avaient les scolastiques quand ils parlaient de ces questions-là. Et pour ce qui est de la science, oui, c'est paradoxal, hein, c'est paradoxal, mais il faudra encore plusieurs siècles avant qu'on revienne à la clarté que les scolastiques avaient en matière de sciences. Voilà, je ne suis pas le seul à avoir dit ça, hein. Pierre Duhem avait déjà dit ça, très grand historien de la physique en France. C'est quoi, c'est 12 tomes, c'est 10 tomes, je ne sais pas, publiés autrefois par moi. Les 10 tomes, je ne les ai pas encore lus entièrement de l'histoire de la physique avant Léonard de Vinci. Voilà. Alors, ça c'est pour les écritures. Bah, c'est de ça essentiellement que je voulais parler. Il y aura encore d'autres écritures parce que mon cours en anglais sur The Stewardship of Finance, je vais écrire des leçons bien entendu en anglais, pas autre chose. Il y aura une partie évidemment qui sera en français. Je veux dire, je traduirai des morceaux, mais là, le jour où ça aura complètement décanté, ça fera un livre qui sera évidemment en anglais. Voilà. Je vais surtout parler d'écriture puisque je l'ai annoncé voilà, pour la finance, l'économie, tout ça, c'est en train de s'arranger. Enfin, on verra la semaine prochaine. Voilà, au revoir.